Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre la suite de l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Ce matin, la discussion reprend à l'article 28 avec le vote d'un amendement déposé par le gouvernement. Il vise à encadrer la préparation et la distribution de médicaments dans les établissements du secteur médico-social. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients et à la santé au territoire. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus au sein de l'article 28 à l'amendement du gouvernement 171, amendement qui a été présenté et sur lequel Madame Desmarescaux nous a présenté un sous-amendement. Et nous avons arrêté la discussion là, laissant à la nuit la capacité de trouver la rédaction qui ferait l'admiration des foules. Alors, où en sommes-nous et qui demande la parole, puisqu'on avait une proposition de rectification du sous-amendement. Madame la ministre, vous nous faites le point. Où en sommes-nous? Madame Desmarescaux va retirer son sous-amendement après explication de la ministre. En principe, c'est ce qui est prévu. À condition que la ministre nous donne une explication. Désolée, Monsieur le Président. Il faut que je me retrouve dans mes documents en ce début de séance, mais c'est bon. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur Sylvie Desmarescaux. Alors, comme je l'ai indiqué, le gouvernement rejoint totalement la Commission dans sa préoccupation de tenir compte des besoins d'accompagnement des personnes privées d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. C'est bien sûr le bon sens que de considérer que l'aide à la prise de médicaments apportée par les personnes chargées de l'aide aux actes de la vie courante entre dans ce cadre. Le texte de la Commission a pris la précaution de préciser qu'il ne s'agit que des modes de prise ne présentant ni difficulté d'administration, ni d'apprentissage particulier, ce qui exclut, par exemple, bien sûr, les injections. Le texte précise également que des protocoles de soins viennent encadrer ces pratiques. Une seule difficulté demeure peut-être que l'amendement du gouvernement tend à lever, mais qui appelle, je le vois, des explications complémentaires, en proposant de ne retenir que la notion d'aide à la prise de médicaments. Le gouvernement entend simplement éviter les possibles ambiguïtés engendrées par le terme distribution. Il est clair que l'aide à la prise de médicaments comprend la distribution au sens de remise à la personne aidée. Il ne s'agit pas d'interdire à l'aidant de porter et de remettre à la personne aidée le médicament sélectionné par l'infirmière. On est bien là dans l'aide aux gestes de la vie courante. En revanche, il faut éviter de laisser penser que les préparations, le conditionnement dans un pilulier ou a fortiori la sélection du médicament dans son lieu de rangement sont laissés à l'initiative de l'aidant. C'est cet aspect plus technique du mot distribution qui pourrait porter à confusion. C'est donc au bénéfice de ces explications que je vous propose d'adopter l'amendement du gouvernement et de demander à Madame le sénateur Sylvie Desmarescaux, que je remercie d'avoir, au travers de son initiative et du débat, soulevé cette question et nous avoir demandé d'en apporter des précisions très claires qui seront donc portées de toute façon au compte-rendu au journal officiel et permettront d'avancer très clairement sur le contexte qui va permettre d'accompagner les établissements médico-sociaux qui, comme vous l'avez rappelé, ont besoin de clarification sur ces questions. C'est, voilà, Madame le sénateur, ce que je voulais vous apporter comme précision en vous demandant si vous acceptez donc de retirer le sous-amendement au gouvernement au vu de ces éclaircissements. Merci, Madame la ministre. Madame Desmarescaux. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Le propos que vous avez tenu ce matin, la nuit, a peut-être permis de réfléchir, Monsieur Frimat, mais ça ne m'a pas empêché de bien dormir. Je vous remercie. Simplement de vous dire, Madame la Ministre, que vos propos sont rassurants, sont clairs et au regard de tout ce que vous avez dit, qui sera repris donc au journal officiel, vous satisfaisez complètement ma demande et je vous remercie donc d'être intervenu dès ce matin pour conforter ce dont j'avais débattu. Merci. Merci, Madame la sénatrice.
Donc, le sous-amendement 1354 est retiré. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement 1171. Qui est pour? Je vous en prie, Monsieur Leclerc. Oui. Monsieur le Président, je suis désolé que notre collègue Madame Desmarescaux vient d'enlever son amendement, mais je voulais m'exprimer dessus et je mets en garde le gouvernement sur la rédaction qu'il nous propose aujourd'hui. Ayant quand même l'habitude de voir la délivrance des médicaments dans les établissements, quels qu'ils soient, je voudrais quand même vous mettre en garde, car mais si, madame, en dehors aujourd'hui de la logique, il y a des génériques, il y a des confusions telles que si vous laissez toute personne habilitée, même en ayant sélectionné auparavant par des piluliers et toute méthode autre, dans le quotidien, il y a de nombreuses erreurs. C'est pas grave, la personne absorbe, comme elle prend 5, 6, 7, 8 pilules différentes le matin, qu'il y en ait une ou deux qui ne conviennent pas, globalement, en termes de santé publique, je trouve quand même ça énorme. Je pense que la dispensation du médicament dans un établissement, quel qu'il soit, de se faire par des personnes ayant un minimum de connaissances et de diplômes. Très bien. Je vais mettre... Madame la Ministre, je vous en prie. Non, simplement pour dire à Monsieur le sénateur Leclerc que hier soir, toutes ces questions étaient largement débattues et justement l'amendement qui était présenté par le gouvernement visait justement à contenir et justement à préciser les intentions qui ont été mises dans le texte par la Commission, et tout le débat que nous venons d'avoir justement vise à sécuriser, elle est dans le sens de ce que vous évoquez, Monsieur le sénateur. C'est pour cette raison que je pense que les choses sont très très claires et que, encore une fois, les explications données permettent de rassurer, y compris sur ce que vous venez d'évoquer, pour éviter toute ambiguïté. Pour explication de vote, la parole est à Bernard Cazeau. Je crois qu'il faut faire la part des choses. On ne trouvera pas un moyen de tout régler, parce que ça, c'est les impondérables. J'espère quand même, Monsieur Leclerc, que dans les médicaments qu'ils prennent, il n'y a pas des médicaments, ce que vous dites, ils en prennent un ou deux de temps en temps, qui ne sont pas dans le lot, ça m'inquiète. Bon. Mais finalement, l'amendement présenté par Madame la Ministre est simple, il n'est pas complet, mais enfin, il règle à peu près le problème. Bon, après, bien sûr, les impondérables, c'est pour ça que nous le voterons. Très bien. Alors, je veux m'assurer que personne n'a une intervention entrée sur ce sujet important. Je vous en donne acte. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à un amendement 1335. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, merci. Juste, c'est un amendement de précision juridique, sachant que le 20e amendement de l'article 28 crée un statut d'établissements sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif, étant donné que le Code de l'action sociale et des familles place au même plan juridique la notion d'établissements sociaux, médico-sociaux et celle de services sociaux et médico-sociaux, il est logique que ces derniers soient concernés par le nouveau statut. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Avis favorable, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Deux amendements identiques en discussion commune. Un amendement 977. Madame David, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La disposition que nous souhaitons supprimer par cet amendement tend à instaurer un service minimum dans les établissements accueillant de façon permanente des personnes âgées et handicapées. Une fois n'est pas coutume, non, pas aujourd'hui, Monsieur le rapporteur, une fois n'est pas coutume, nous avons déposé cet amendement et avons constaté avec étonnement que le gouvernement avait décidé de nous suivre puisque vous avez à votre tour déposé un amendement similaire au nôtre. C'était pour la forme, vous l'aurez compris, et j'en viens au fond. Si nous avons déposé cet amendement, c'est que nous considérons
que s'il est effectivement nécessaire de prévoir des modalités permettant l'accueil et le soin des personnes prises en charge dans les établissements médico-sociaux, notamment au regard de l'importance de certaines pathologies, il n'est pas souhaitable de renvoyer les modalités de l'instauration de ce service minimum au silence d'un décret, alors qu'il pourrait revêtir une véritable privation du droit de grève. Pourtant, le dialogue social, cher à Xavier Bertrand, ancien ministre, en tout cas cher à notre commission des affaires sociales, ne saurait être bafoué de la sorte. En adoptant donc cet amendement, nous entendons renvoyer le gouvernement à la négociation que nous considérons comme indispensable. Nous demandons pour cet amendement la tenue d'un scrutin public. Bien. Alors, nous avons un amendement identique qui est du gouvernement, un amendement 1168. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Le texte de la Commission vise à faire figurer les établissements privés chargés d'une mission d'intérêt général telle que mentionnée à l'article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles. Parmi les établissements auxquels s'appliquent les dispositions particulières du travail pour l'exercice du droit de grève dans les services publics, notamment obligation d'un préavis de grève. Telle qu'est rédigée cette disposition ne viserait pas seulement les établissements et services accompagnant de façon permanente des personnes âgées ou handicapées, mais l'ensemble des établissements et services intervenant dans le champ de l'action sociale et médico-sociale, y compris des services administratifs et des établissements et services sociaux et médico-sociaux n'accompagnant pas des personnes âgées ou handicapées, exemple CHRS, foyer de jeunes travailleurs, puisque tous exercent cette mission d'intérêt général. Je comprends la préoccupation de la Commission, qui est aussi la mienne, de s'assurer de la continuité de la prise en charge des soins des personnes fragiles accueillies dans les établissements médico-sociaux. Il convient cependant d'adapter la réponse apportée à la situation objective jusqu'ici rencontrée et de tenir compte des solutions déjà offertes par la législation pour garantir cette continuité aux usagers qui ne peuvent, sans risque ni dommage pour leur santé ou leur autonomie, voir leur prise en charge interrompue ou dégradée. S'agissant des établissements et services médico-sociaux de statut privé, très majoritaires dans le secteur des personnes handicapées et représentant près de la moitié des institutions pour personnes âgées, il n'existe pas de restriction à l'exercice du droit de grève. Cependant, le préfet détient, au titre de ses pouvoirs de police, un pouvoir de réquisition, prévu au 4e de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités locales, dès lors qu'il y a urgence et atteinte constatée ou prévisible à la sécurité des personnes et qu'il n'a pas d'autre moyen pour exercer ses pouvoirs de police. Ces dispositions ont paru permettre de concilier respect du droit de grève garanti par la Constitution et sauvegarde de la sécurité des personnes accompagnées par les établissements et services concernés. Conscient des missions d'intérêt général et d'utilité sociale que la loi du 2 janvier 2002 confie aux institutions sociales et médico-sociales et de leurs responsabilités particulières à l'égard des personnes fragiles auprès desquelles ils interviennent, les responsables de ces établissements et les professionnels concernés ont toujours montré, dans leur immense majorité, leur volonté et leur capacité, même en cas de conflit du travail, de ne pas porter atteinte aux besoins essentiels des personnes âgées ou handicapées accueillies. Ce n'est que très exceptionnellement que les préfets ont été conduits à envisager des réquisitions. Faut-il, face à des incidents aujourd'hui heureusement très isolés, restreindre le droit de grève et imposer un service minimum? Sur ce sujet complexe, potentiellement conflictuel et où nous avons à la fois le devoir d'assurer la sécurité d'usagers en situation de fragilité et de nous concerter avec les partenaires du secteur, le gouvernement propose de mettre en place une mission d'expertise associant les interlocuteurs concernés. Elle pourrait tout d'abord vérifier si les dispositions actuelles garantissent effectivement la sécurité et la réponse aux besoins essentiels d'accompagnement des usagers, recommander des instructions facilitant l'application et le contrôle de ces règles, recenser ou proposer les outils et démarches existants ou à créer permettant en amont d'organiser dans les institutions la continuité des missions essentielles des établissements et services médico-sociaux pour les publics fragiles, analyser les conséquences juridiques de la reconnaissance actuelle par la loi d'une mission d'intérêt général et d'utilité collective au regard de la continuité des missions,
Enfin, proposer, si le constat était fait d'une insuffisance de la législation et réglementation actuelle, les textes permettant d'y remédier. La mission d'expertise associant les interlocuteurs concernés sera mise en place avant l'été et ses conclusions devront être remises avant la fin de l'année. Dans l'attente de ces résultats, je vous demande de bien vouloir adopter l'amendement de suppression déposé par le gouvernement au vu des garanties qui sont données et des délais qui sont fixés dans mon argumentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une mission en l'air, on s'engage véritablement avant l'été de l'organiser et que ces conclusions soient rendues avant la fin de l'année. Voilà ce que j'ai à vous proposer, mesdames, messieurs les sénateurs. Très bien, Madame la Ministre. Alors, sur ces amendements, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord rappeler à Madame David que si la Commission a adopté ce texte, ce n'est pas sur un amendement du gouvernement, mais un amendement de Madame Desmarescaux. Et Vassel, oui. Que je remercie d'avoir mis en place l'amendement. Donc, pour répondre au groupe CRC-SPG, cet amendement, votre amendement donc, qui dispose de supprimer les dispositions introduites par la Commission portant sur l'instauration du service minimum, il semble aujourd'hui indispensable de garantir un service minimum dans ces établissements. En effet, le déclenchement d'une grève peut conduire à une moindre prise en charge des usagers, mettant in fine leur vie en danger. En prévoyant d'abord une solution négociée avec les partenaires sociaux, la mesure proposée incite au dialogue social dans les établissements médico-sociaux. Elle constitue donc, pour la Commission, une solution équilibrée entre le respect du droit de grève des personnels et la garantie de la sécurité des personnes dépendantes, et la Commission émet un avis défavorable. Pour ce qui est d'amendements du gouvernement, qui propose de supprimer la même disposition, estimant que cette question doit faire l'objet d'une mission d'expertise associant les interlocuteurs concernés. Pour les mêmes raisons, la Commission a émis un avis défavorable. Alors, on a sur ces deux amendements un avis défavorable de la Commission. Madame la Ministre, je suppose que vous donnez un avis favorable sur l'amendement identique au vôtre. Il est identique, donc satisfait par l'amendement du gouvernement qui donne des précisions ensuite sur la traduction, sur la justification de la demande justement de retrait de cet article. C'est pourquoi, effectivement, il est satisfait. Très bien. Alors, donc, nous allons passer, mes chers collègues, aux explications de vote. J'ai vu d'abord le président Fischer, puis Monsieur Fourcade, s'il y en a d'autres, Monsieur Daudigny. Président. Nous sommes très attachés à cet amendement de suppression, car, je ne vais pas relancer tout le débat sur le service minimum, mais je crois que dans le contexte actuel, nous sommes très sensibles, surtout à la veille du débat sur le travail du dimanche, et nous savons, et l'expérience d'ailleurs, je remercie Madame la Ministre d'avoir argumenté dans le même sens que nous, c'est-à-dire à partir des expériences. On sait bien que l'institution du service minimum dans ce secteur du médico-social, véritablement, ce n'est pas à partir de quelques exemples totalement exceptionnels, mais je crois que tous les personnels, tous ceux qui travaillent dans ce secteur ont toujours eu le sens de l'intérêt général, tout le temps. Et c'est pour cela que nous voyons à travers les propositions qui avaient été faites par Mme Debré, M. Vassel, mais surtout, on voit bien que la Commission, à travers son rapporteur, tient véritablement à cette institution d'un service minimum. Nous ne pouvons absolument pas accepter cela. Le dialogue social a toujours prévalu. Je crois que c'est un secteur qui a fait preuve d'ailleurs de responsabilité depuis très longtemps, et c'est pour cela que nous maintenons néanmoins notre demande de scrutin public sur ces deux amendements de suppression, car il y a cette volonté affirmée
Et je crois que dans le contexte actuel où il s'agit de démanteler absolument tous les droits sociaux, on détricote le droit du travail constamment et on arrive finalement en termes de travail. Et on sait bien que dans le secteur médico-social, eh bien, la professionnalisation de tous les personnels, on en est loin. Il y a une précarité qui est très grande et nous n'entendons pas véritablement remettre cela en cause. C'est pour cela que nous sommes absolument pour la suppression de ces deux amendements. Et, monsieur le rapporteur, oui, pour l'adoption de ces deux amendements, pardon. Mais non, mais je crois que oui, c'est ça, un lapsus. Mais il faut que je monte en pression, quoi. Hein. Et donc, nous regrettons vivement la position qu'a prise la Commission. Et cela, je crois que ce n'est pas dans la tonalité qui a pu prévaloir dans certains débats très vifs. Et cela, c'est pour ça que nous demandons l'adoption de ces amendements de suppression. Merci, mon cher collègue. Pour explication de vote, la parole est à Jean-Pierre Faucade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, faisant écho à ce que vient de dire le président Fischer, nous pensons qu'il faut au contraire maintenir la position de la Commission des finances, car je n'ai nullement été rassuré par la position du gouvernement. En effet, nous sommes ici pour défendre les patients. C'est le texte. Nous sommes ici pour défendre les patients. Et dans ma longue expérience, je me suis aussi occupé d'établissements médico-sociaux dans lesquels j'ai eu des rêves. Et par conséquent, je crois que la position de la Commission des finances est tout à fait légitime, dont nous soutenons la position de la Commission. Si le gouvernement veut faire sa mission d'expert, libre à lui, et nous serons tout à fait d'accord pour modifier le texte après, mais je trouve que ça serait donner un très mauvais signal à supprimer ce qu'a fait la Commission. La réforme constitutionnelle veut que nous discutions sur la base du texte élaboré par la Commission. La Commission a élaboré un texte. Le groupe UMP soutient la position de la Commission. Madame la Ministre, j'en suis navré, mais je crois que vos explications, quoique très bien fondées, ne permettent pas de voter votre amendement. Pour expliquer. J'ai encore inscrit M. Daudigny et M. Vassel, et après je vous donne la parole à Mme la Ministre, autant qu'on entende toutes les explications de votre. Oui, Daudigny, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux dire que nous soutiendrons les deux amendements, celui déposé par Madame David, l'amendement du gouvernement, et je veux dire que je partage l'argumentation qui a été présentée par Monsieur Fischer. Nous sommes ici sur une disposition qui ne tend pas à régler des problèmes, mais qui est d'ordre idéologique. Comme cela a été souligné précédemment, les circonstances où il y a des problèmes sont rares. Et lorsque ces circonstances existent, il y a toujours la possibilité pour le préfet de procéder par réquisition au cas par cas. Nous sommes donc bien ici dans le cadre d'une mesure qui est d'ordre symbolique, je le disais, idéologique, et qui ne correspond pas du tout à la résolution d'un problème qui ne se pose pas dans les établissements médico-sociaux. Donc nous soutiendrons bien les deux amendements. Merci, Monsieur Daudigny. Monsieur Vassel. Deux mots très rapides, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour confirmer la position qui a été développée devant vous par Monsieur Fourcade, par le Président Fourcade. Nous soutiendrons donc la Commission des affaires sociales et son amendement, et je me permets de faire remarquer quand même à nos collègues qu'il ne s'agit pas d'une mesure à caractère purement idéologique. Ça répond à une demande des familles. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai vécu cette situation dans ma commune où j'ai un foyer occupationnel où du jour au lendemain, les syndicats n'ayant pas annoncé au préalable le mouvement de grève a été découvert le matin même. La directrice de l'établissement appelant tous les parents en leur demandant de venir rechercher leurs enfants ou leurs jeunes adultes parce qu'il n'y avait plus de personnel pour s'occuper donc de ces jeunes adultes ou de ces enfants. On ne peut pas rester dans une telle situation et je dis à Madame le Ministre qu'à dans la mesure où dans la rédaction du
du texte, il est dit à défaut d'accord de branche ou d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant les modalités d'un service, le service minimum se met en place. Ce qui veut dire qu'il suffit que les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour se mettre d'accord dans le cadre d'un accord collectif ou de négociations conventionnelles pour mettre en place ce service minimum. Donc il ne s'agit pas de leur mettre le couteau sur la gorge, qu'ils prennent l'initiative de cette rencontre et auquel cas la concertation que vous souhaitez, Madame la Ministre, aura bien effectivement lieu. Simplement, si vous voulez être à la présidence de ces concertations, il suffit de se mettre en rapport avec les partenaires sociaux pour que ceci se passe dans les meilleures conditions possibles. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Eh bien, écoutez, pour ma part, mon souhait n'est pas de rentrer dans un débat idéologique pour ou contre le service minimum, comme ça a été dit par les uns ou les autres, régler des problèmes purement concrets, des problèmes de la vie quotidienne et de préservation, effectivement, de la qualité de la prise en charge des usagers. Aujourd'hui, on a eu dans cet hémicycle des positions qui ont été prises sur le service minimum, sur son utilité, sa non-utilité. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est tout simplement de faire en sorte que, au travers d'une proposition qui était très claire, très lisible, dont on a déjà débattu en commission des affaires sociales, qui n'est pas un faux fuyant, qui vise juste à faire en sorte que, avant de prendre une décision, et si véritablement il y a des situations concrètes et des établissements qui se trouvent dans cette situation particulière, eh bien qu'on puisse véritablement examiner de la façon très précise dont je l'ai présenté dans l'argumentaire du gouvernement ces aspects-là au sein d'une mission où bien sûr les parlementaires seront associés, mais aussi les partenaires sociaux consultés sur la démarche à mettre en œuvre et qu'au terme de cette mission, nous aurons toute la possibilité à ce moment de proposer une mesure qui permettra de régler cette situation. Simplement, je me suis permis au nom du gouvernement de proposer cette solution alternative pour qu'elle règle un problème de bon sens, mais en prenant le temps de l'examiner de façon très précise et en faisant en sorte, à terme, de prendre les bonnes décisions et les bonnes mesures dans l'intérêt des usagers, que bien sûr nous partageons tous, mais simplement de le faire en prenant la précaution d'associer l'ensemble des acteurs, partenaires sociaux, établissements, parlementaires, pour le faire dans le bon sens. Simplement, voilà la précision que je souhaitais apporter et la justification de ma demande de retrait. Maintenant, bien, les sénateurs sont en possession effectivement de tous les éléments et je me remets à leur choix. Très bien. Eh bien, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc, ceux qui souhaitent voter contre un bulletin bleu, ceux qui souhaitent s'abstenir un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Extraordinaire. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Scrutin numéro 171 sur les amendements 977 et 1168. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 341. Majorité absolue 171 pour l'adoption, 153 contre 188. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, nous avons maintenant deux amendements en discussion commune. Un amendement 1134 qui est présenté par Madame Hermange. Oui, nous avions déjà débattu dans le cadre du PLFSS de cet amendement qui avait quelque part été voté à l'unanimité. Et puis, en CMP, il y avait eu quelques problèmes. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec
la problématique de l'hébergement temporaire, la Commission des affaires sociales a approuvé le principe d'une expérimentation comparative de plusieurs modalités de fonctionnement et de tarification pour l'accueil temporaire médicalisé des personnes âgées. Et cet amendement prend en compte le fait aujourd'hui qu'un texte réglementaire est déjà en cours de préparation. Donc le débat que nous avons eu dans le cadre du PLFSS n'était pas inutile, qui permettra donc de créer une tarification attractive pour ce type d'hébergement sans passer par le stade d'une phase expérimentale. Tel est l'objet de l'amendement et je constate aussi que M. Autain a déposé quasiment le même amendement. Merci, Madame Orange. Alors, amendement 981, il est présenté par le groupe CRC. Monsieur Autain, et vous présentez là. Maintenant, c'est Monsieur Fischer. Oui, alors, avec cet amendement, nous entendons appliquer aux personnes âgées un dispositif prévu par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, qui rénove l'action sociale et médico-sociale, qui, comme vous le savez, a reconnu l'accueil temporaire et médicalisé des personnes handicapées comme un élément de soutien aux personnes handicapées et surtout à leurs familles. La loi a ensuite, par analogie, étendu ce dispositif temporaire et médicalisé aux personnes âgées. Toutefois, force est de constater qu'il existe un important décalage entre la volonté des acteurs publics de développer de tels hébergements médicalisés et les créations effectives. Cela se traduit dans les faits par une utilisation plus que partielle des fonds qui lui sont spécifiquement dédiés à l'article R 314-914 du Code de l'action sociale et des familles. En juin 2008, une étude a été menée par un organisme de prévoyance propre au secteur du bâtiment et publiée dans la presse spécialisée. Elle apporte des éléments d'éclaircissement sur les causes de cette situation et élabore des pistes de réponse. Parmi les réponses proposées figure en bonne place l'idée de retenir pour les personnes âgées accueillies dans les hébergements médicalisés temporaires les mêmes dispositions en termes de financement et de tarification que ce qui est prévu pour les personnes handicapées, notamment à l'article R 314-194 du Code de l'action sociale et des familles. C'est ce que nous proposons avec cet amendement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Monsieur le Président, je vais répondre aux deux en même temps. Ce sont des amendements qui, comme vous l'avez remarqué, proposent donc que les dispositions réglementaires régissant l'accueil temporaire des personnes handicapées soient adaptées afin de les rendre applicables aux structures d'accueil temporaire des personnes âgées. Donc, sur le fond, cette mesure est extrêmement louable. En effet, le secteur d'hébergement temporaire médicalisé des personnes âgées n'arrive pas à décoller, entre guillemets, tandis que celle des personnes handicapées est en plein essor. L'objectif consiste donc à étendre les dispositions réglementaires relatives à l'hébergement temporaire des personnes handicapées à celui des personnes âgées. Cependant, et c'est bien dommage, ce n'est pas à la loi de prévoir qu'un décret doit adapter les dispositions réglementaires. C'est ce que nous avions dit en commission avec Madame la Ministre. Et la Commission souhaite donc que Madame la Ministre s'engage à procéder rapidement aux modifications réglementaires nécessaires, et c'est une demande de retrait. Madame la Ministre. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, tout d'abord sur l'amendement 1134, votre commission a en effet adopté une disposition prévoyant une expérimentation comparative de plusieurs modalités de fonctionnement et de tarification pour l'accueil temporaire médicalisé des personnes âgées. Votre amendement prévoit de supprimer cette phase expérimentale préalable pour autoriser l'adoption directe d'un texte réglementaire qui permettra de créer une tarification attractive pour ce type d'hébergement. Je précise que le projet de décret est d'ores et déjà en cours de préparation et pourrait être publié dans les délais rapides que vous envisagez. Pour ces raisons,
je suis favorable à votre amendement qui permettra l'adaptation la plus rapide des dispositions nécessaires sans attendre les résultats d'une expérimentation préalable. Et je remercie par la même occasion Madame Hermange d'avoir suscité cette initiative et de nous proposer de l'accélérer et de la mettre en œuvre globalement. C'est donc un avis favorable et une demande de retrait de l'amendement 981 au profit de l'amendement 1134 qui le satisfait. Bien. Alors, je vais mettre aux voix d'abord l'amendement 1134. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et l'amendement 981 ainsi satisfait. Amendement 978, il est présenté par Guy Fischer. Alors, avec cet amendement, comme nous l'avons fait avec les établissements publics de santé, nous entendons nous opposer à ce que les établissements sociaux et médico-sociaux soient placés sous administration provisoire. À la vue du résultat du dernier vote sur cet amendement similaire, il me semble que je dois faire preuve d'une plus grande explication que ce que nous avons fait pour les hôpitaux. Alors, notre opposition est fondée sur ce que j'aurais envie d'appeler le texte et le contexte. Car bien évidemment, il peut arriver que des établissements en situation de déficit soient placés sous administration provisoire afin de permettre à ceux-ci de retrouver l'équilibre, mais ce n'est pas cela que nous dénonçons. Ce que nous entendons dénoncer, c'est la manière avec laquelle ce placement sous administration provisoire est opéré, c'est-à-dire la manière autoritaire, sans concertation ni information des conseils de surveillance ou des instances de direction de l'hôpital ou de l'établissement d'accueil. Nous regrettons, parce que là aussi, quand on regarde pour les établissements médico-sociaux, on y reviendra peut-être dans notre explication de vote sur l'article 28, qui est un article capital, emblématique de cette réforme du médico-social, que ce soit à travers tout le mode de gouvernance. Nous regrettons également que le placement sous tutelle de ces établissements serve au gouvernement de stratagème pour écarter le débat de fond sur les situations de déficit que connaissent les établissements publics de santé et les établissements d'accueil des personnes handicapées et dépendantes. Puisque le principe d'une mise sous tutelle d'office tend à faire croire que seul le gestionnaire est responsable, écartant ainsi la part de responsabilité d'un mode de financement à la fois inapproprié et qui ne nous satisfait absolument pas. Une mise sous tutelle que nous dénonçons d'autant plus que nous savons pertinemment que la réponse ne sera jamais, RGPP oblige, un accroissement des moyens, mais l'application d'une politique de rigueur dont seront victimes les personnels et la qualité des soins prodigués ou des conditions d'accueil des personnes âgées dépendantes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement de notre collègue Fischer et du groupe CRCSPG propose de supprimer le 25e de l'article 8 qui avait été introduit par la Commission à l'initiative de notre collègue Alain Vasselle. Cet amendement avait pour objet de remédier aux lacunes de la procédure d'alerte déclenchée lorsqu'un établissement social ou médico-social connaît une situation financière difficile. Cette mesure reprend donc une disposition adoptée lors de l'examen du PLFSS pour 2009, mais censurée par le Conseil constitutionnel. La Commission estime indispensable d'améliorer la procédure d'alerte, aujourd'hui imparfaite, et émet donc un avis défavorable à l'amendement. Madame la Ministre, sur le 978. Oui, Monsieur le Président, même avis, même argumentaire. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 978. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Deux amendements en discussion commune. Un amendement 1123 qui est présenté pour le groupe socialiste par Bernard
Oui, il s'agit de l'intervention des professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent à titre libéral dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux, comme d'ailleurs ça se fait depuis de très nombreuses années, et c'est absolument indispensable, sinon il y aurait dans certains petits établissements l'absence véritablement de médecins et de professionnels de santé en général. Donc nous insérons donc après l'article 313.4 la rédaction que vous voyez sur notre amendement. Chers collègues, l'amendement 1147 rectifié qui est identique n'est pas défendu, il tombe. Donc, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur le 1123. Oui, Monsieur le Président, merci. Donc, les deux amendements, 1147 d'Adrien Goutheyron et 1123, avaient le même objet. Ils visent en fait à préciser que les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier d'interventions auprès de leurs usagers, de professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans que leur intervention ne soit requalifiée en activité salariée, donc soumise à cotisation sociale. Il faut au contraire, mes chers collègues, laisser ouverte cette possibilité de requalification. Le but de la mesure est d'éviter la survenue de situations dans lesquelles on a affaire à de faux libéraux qui sont en réalité des salariés et dont l'intervention doit dès lors être soumise à cotisation sociale. C'est donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, cet amendement conduit à ce que les professionnels libéraux interviennent en complément des interventions des professionnels mobilisés par les établissements. Cela n'est pas opportun ni en termes de coordination des soins, ni en termes financiers, car il y aurait une double dépense pour l'assurance maladie. Ces établissements ou services ont la possibilité d'utiliser le forfait relatif aux soins qui leur est versé par l'assurance maladie, soit pour recruter des professionnels salariés, soit pour rémunérer des professionnels libéraux. Ce choix se fait en fonction de la taille de l'établissement, de la facilité qu'il y a ou non de recruter des personnels salariés. De nombreux établissements d'ailleurs recourent aux deux solutions, une infirmière libérale intervenant par exemple ponctuellement pour remplacer une infirmière salariée absente. Votre amendement est donc inutile. J'ajouterai qu'il me paraît même dangereux. Il pourrait en effet conduire à empêcher toute requalification en travail salarié des interventions de professionnels libéraux dans ces établissements. Cela serait une régression dans ce cadre. Le Code du travail établit une présomption de non-salariat en faveur des professionnels immatriculés aux différents registres et répertoires professionnels, dont les professions libérales. Cette présomption peut être écartée si un professionnel est dans un lien de subordination avec un donneur d'ordre. Et c'est une protection importante pour le professionnel. C'est pourquoi je vous demande le retrait, sinon avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Cazot. Autant je suis pour le salariat dans les cas où c'est possible, autant dans ce cas précis, je trouve qu'on met en danger certains établissements. Et donc les personnes qui y sont hospitalisées. Dans certains secteurs, c'est pas possible. Et vous mettez en danger, en ne laissant pas cette facilité, vous mettez en danger certains établissements qui se retrouvent requalifiés, effectivement, mais pour lesquels les professionnels de santé ne souhaitent pas, parce que ce sont des libéraux, être requalifiés comme salariés. Merci, Monsieur Cazot. Pas d'autre explication de vote. Je vais mettre au vote l'amendement 1123. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 23 rectifié bis n'est pas défendu, il tombe. Trois amendements en discussion commune. Un amendement 1319 rectifié du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, DALO, a prévu, sous certaines conditions relatives à la gestion non lucrative de ces établissements,
l'application du taux réduit de TVA sur l'investissement dans les locaux, destinés à accueillir durablement des personnes adultes handicapées ou âgées, ainsi qu'aux travaux de rénovation de ces mêmes locaux. Il s'agit notamment de maisons d'accueil spécialisées, de foyers d'accueil médicalisés, de foyers d'hébergement et de foyers de vie pour personnes adultes handicapées qui ne peuvent pas mobiliser le financement en prêt locatif social. Le présent amendement vise à réparer une lacune de la législation et étend le taux réduit de TVA aux structures d'hébergement qui accueillent des enfants handicapés. Cette extension, qui permettra de faciliter la modernisation des établissements d'accueil des enfants handicapés, ne rentre pas en contradiction avec la directive européenne de 2006 sur la TVA à taux réduit. C'est pourquoi je vous propose d'adopter cet amendement. Merci Madame la Ministre. Alors, à cet amendement 1319 rectifié, un sous-amendement. Monsieur Millet, au nom de la Commission. Oui, Monsieur le Président, merci. Donc l'amendement du gouvernement réécrit le grand 2 de l'article 28, introduit par la Commission et qui prévoit d'étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA aux structures d'hébergement temporaire et d'accueil de jour. Le gouvernement propose donc de supprimer ces dispositions au motif qu'elles seraient contraires au droit communautaire. En effet, celui-ci n'autorise l'application du taux réduit de TVA que pour les opérations portant sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale. Selon le gouvernement, les structures d'accueil de jour et d'hébergement temporaire ne rentreraient pas dans ce cadre. En revanche, l'amendement étend le dispositif de TVA à taux réduit aux établissements accueillant des mineurs ou des jeunes adultes handicapés qui en sont injustement exclus aujourd'hui. Sur ce sujet, donc, Monsieur le Président, la Commission souhaite formuler 2 observations. Il est vrai que les services d'accueil de jour ne peuvent être assimilés à des structures de logement à caractère social. Ils doivent donc être exclus du dispositif. Cependant, concernant les structures dédiées à l'hébergement temporaire, celles-ci constituent bien une forme sociale d'habitat et peuvent donc bénéficier à ce titre du taux réduit de TVA. En conséquence, la Commission propose un sous-amendement qui supprime les dispositions qui étendent le taux réduit de TVA à l'accueil de jour, mais conserve ce bénéfice pour les établissements dédiés à l'hébergement temporaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées et étend, comme l'amendement du gouvernement, ce même dispositif aux établissements pour enfants handicapés. Amendement 1125, il est présenté pour le groupe socialiste par Jean-Pierre Michel. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement est semblable à celui du gouvernement. Il tente à corriger une disposition, un oubli de la loi sur le logement opposable, et nous nous rallierons à l'amendement du gouvernement, mais nous pensons que les distinctions de la Commission des affaires sociales ne sont pas bonnes, parce qu'il faut également réduire le taux sur les hébergements de jour provisoires. Merci Monsieur Michel. Alors, Monsieur le rapporteur, votre avis sur l'amendement du gouvernement, vous l'avez donné un peu, mais sur l'amendement de Monsieur Michel, ce qui nous relative. C'est pas tout à fait la lecture que j'avais faite de l'amendement tel que l'a fait Monsieur Michel. Donc je pensais que l'amendement de Monsieur Michel était satisfait. Mais j'avais pas fait la même lecture que lui. Bien. Très bien. Madame la Ministre, sur le sous-amendement. Bien évidemment, un avis très favorable à ce sous-amendement de la Commission et du rapporteur, qui vient très utilement compléter le champ qui va être couvert effectivement par ces avantages qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des plus fragiles. Donc bien sûr, nous le soutiendrons. Et par voie de conséquence, Madame la Ministre, vous levez le gage qui est au grand 4. Vous levez le gage qui est au grand 4 de la oui, du Monsieur le sous-amendement. Président. Très bien. Alors, pas d'explication de vote. Monsieur Daudigny. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc nous soutiendrons bien sûr ces amendements dont nous nous félicitons de la rédaction, mais je voudrais ici me faire l'interprète, entre autres, d'un travail qui a été fait par notre collègue Marie-Claire-Lise Campion sur l'interprétation des textes. Agréés, donc financés par les conseils généraux, les LVA associatifs contribuent à l'exercice d'une mission d'intérêt général au même titre que les établissements et les services mentionnés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale. Ils devraient donc relever de la 6e directive européenne 77/36
388 CEE, qui prévoit dans son article 13H d'exonérer de TVA certaines activités d'intérêt général, donc dont le caractère social est reconnu. Il apparaîtrait donc qu'il soit possible, dans le cadre d'une démarche autre que celle qui est évoquée aujourd'hui, d'aboutir à une TVA réduite pour les lieux de vie et d'accueil. Donc je voudrais vous interroger, Madame la Ministre, sur cette possibilité. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres explications? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre en voie d'abord le sous-amendement qu'a présenté le rapporteur, 1353 rectifié, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vais donc mettre en voie l'amendement 1319 rectifié du gouvernement ainsi sous-amendé, qui est pour, qui est contre, je n'en vois pas, il est adopté et l'amendement 1125 est donc satisfait. Un amendement du gouvernement, 1169, qui est le dernier amendement sur l'article 28. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je renvoie en fait à la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Je ne vais pas repréciser l'argumentaire. Encore une fois, simplement dire que si sur le fond nous partageons complètement la nécessité de faire en sorte, encore une fois, de protéger les usagers dans les meilleures conditions possibles, nous proposons de le faire après, bien sûr, un travail préparatoire qui nous permettrait d'en définir les conditions. Loin d'y être opposés, nous souhaitons y mettre les conditions de consultation maximum. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la philosophie n'a pas changé, donc c'est toujours un avis défavorable pour cet amendement-là. Très bien. Je vais mettre aux voix l'amendement 1169 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la Commission, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en avons ainsi, mes chers collègues, achevé l'examen des amendements de l'article 28. Nous allons passer maintenant au vote de l'article 28, pour lesquels je suis saisi d'une demande de scrutin public et sur lequel je suppose, donc vous pouvez vous préparer, et sur lequel je suppose il y aura un certain nombre d'explications de vote. Monsieur Fischer, Monsieur Daudigny, je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Monsieur Fischer, vous avez la parole. Oui, c'est un article très important, puisqu'il redéfinit la gouvernance des établissements médico-sociaux et en fait il propose plusieurs réformes dans ce domaine du médico-social et notamment afin de tirer les conséquences de la nouvelle gouvernance instaurée par les agences régionales de santé. Donc pour notre part nous voulons nous faire l'écho des inquiétudes que nous avons déjà maintes fois évoquées, mais qui, à la lumière de l'actualité, peuvent prendre dans d'autres enceintes une certaine tonalité. Vous savez qu'à l'heure actuelle, porte de Versailles, se tient actuellement le salon Géronte Expo Handicap. Et bien entendu, c'est l'occasion de rassembler tous les professionnels, les usagers, toutes les entreprises bien entendu qui travaillent dans ce secteur, et je crois que l'écho qui ressort, c'est que professionnels et usagers ne cessent de dénoncer la baisse des moyens alloués à la prise en charge de la dépendance. Et je crois que cet écho général est en totale contradiction, même si Madame la Ministre, à plusieurs reprises, nous a dit qu'il y avait eu des fonds importants, plus de 900 millions d'euros, qui avaient été injectés, mais certainement que par rapport aux besoins à satisfaire, aux retards accumulés au fil des ans, je le reconnais bien volontiers, il y a un mécontentement, une inquiétude vive. Et ce qui a été dit ou tout du moins ce qui ressort de ce qui se dit dans ce salon, c'est que les retraités, leurs familles,
ainsi que les organisations représentatives d'hébergement des personnes âgées, alors que ça peut être les grandes associations, les hôpitaux, les maisons de retraite, ont fermement dénoncé le sous-financement du secteur, Madame la Ministre. Des inquiétudes fortes pèsent alors que les moyens vont baisser par le biais des mécanismes budgétaires. Alors c'est Gérard Vincent, le délégué général de la Fédération hospitalière de France, qui l'a dit. Il serait temps que les pouvoirs publics étudient les besoins des personnes âgées avant d'allouer les budgets. Là, c'est Joël Legal de la FNAPAF, une association de personnes âgées. Le coût moyen d'une maison de retraite avoisine les 1700 €, sachant que depuis 2000, les tarifs augmentent de 5% par an, c'est une moyenne, alors que le montant moyen de la retraite des personnes âgées, des familles de personnes aussi handicapées, etc., le montant moyen de la retraite est de 1100 €. Et on sait que pour les générations qui viennent, on va assister à un écrasement des retraites. Ce sera certainement le cœur du débat en 2010 sur les retraites. Et puis, une réalité dont ont conscience aussi les directeurs des établissements, alors là, c'est Pascal Chanvert qui parle, qui s'inquiète particulièrement de la... Non, mais je le rappelle parce que vous pouvez, monsieur Vassel, repousser, tenir par le mépris tout ce qui se dit, mais non, mais moi je vous ai vu faire là, je vous ai vu faire, et je vous connais trop pour savoir que c'était du mépris, hein. Alors, mais Pascal Chanvert, voilà ce qu'il dit. Il s'inquiète, mais ça vous concerne directement, monsieur le futur rapporteur général des finances sociales. Eh bien, voilà ce qu'il dit, Pascal Chanvert. Il s'inquiète particulièrement de la circulaire ministérielle, parce que les mauvais coups se font aussi par circulaire, ministérielle établissant la convergence tarifaire qui va se traduire pour 90% des établissements par une baisse de moyens et des effectifs inacceptable. Alors quand on connaît la réalité, les établissements les mieux lotis actuellement affichent un ratio de 0,6 personnel pour un résident. Cela représente pour une aide-soignante pour 12 personnes âgées et 15 minutes par toilette. Et on va rogner là-dessus, s'insurge Claude Jarry de la FNADEPA. Et je termine par Didier Sapie, alors qui représente une autre association, qui est en totale contradiction avec le discours, tandis que Alain Villès, que nous connaissons bien au sein de cette commission des affaires sociales, alors qu'on dit qu'il faut s'attaquer au reste à charge des patients et de leurs familles, bien entendu, la convergence va alourdir les tarifs d'hébergement. Il y a urgence à recréer un cinquième risque, mais ce n'est pas la loi que nous mitonnent messieurs Vassel et Marini qui va régler les problèmes. Au contraire, on ajoutera tout cela sur le dos des familles. Merci mon cher collègue. La parole pour explication de vote est à Yves Daudigny. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Nous ne pourrons pas approuver cet article 28. Et je me dis, quand je fais le constat qu'un membre éminent, compétent de cette Assemblée, dont la presse nationale a annoncé hier l'entrée prochaine, probable, sinon possible, au gouvernement, a signé un amendement dont l'objet comporte les deux phrases. Cette disposition tend à instaurer une forme de tutelle de l'État sur le département. Un peu plus loin, ce qui peut s'analyser en une forme de recentralisation peu justifiable et en tout état de cause incompatible avec les lois de décentralisation, je me dis que les arguments que nous avons présentés au cours de ce débat n'étaient peut-être pas aussi infondés que cela a été soutenu. Et j'en viens à me demander si, dans le fond, ce projet de loi n'est pas celui des rendez-vous manqués. Un rendez-vous manqué avec les professions médicales, mais ce n'est pas l'objet de l'article 28. Et puis, aujourd'hui, un rendez-vous manqué avec les collectivités territoriales.
Ce projet était pourtant bien l'occasion d'approfondir, de conforter les lois de décentralisation dans ce domaine essentiel du médico-social, de préciser des procédures qui aujourd'hui, c'est vrai, quelquefois sont floues, de construire des partenariats sur la base du respect mutuel des compétences de chacun. Et la voie était ouverte, elle était possible, je l'ai dit hier soir. Cette voie, c'était une démarche conjointe pour l'élaboration des schémas, démarche conjointe pour les schémas qui pouvaient ensuite être suivis d'une concertation, je dirais simple, pour l'élaboration des PRIAC. Ainsi, les compétences des conseils généraux n'étaient pas atteintes et ainsi l'État gardait aussi toutes ses prérogatives en matière financière. Alors, vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas souhaité, donc un rendez-vous manqué. Et parce que l'intérêt général prime sur toute autre considération, je voudrais simplement à cet instant former le souhait que l'ensemble du projet de loi ne soit pas, lui, un rendez-vous manqué avec la santé des Français. Merci, Monsieur Dedini. Pour explication de vote, la parole est à Jacques Blanc. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'en ce texte, le travail de la Commission, et je tiens à souligner combien il a été précieux, l'ouverture du gouvernement, eh bien, ces deux éléments ont permis incontestablement d'aller vers un mieux et une réponse plus adaptée à une action sociale qui est toujours complexe et difficile. Notre pays peut être fier de ce que l'on fait dans ce domaine, articuler l'action à la fois de l'État et le rôle reconnu, c'était à l'article 26, mais ça a des incidences sur cet article, le rôle reconnu au département en particulier grâce à l'amendement que vous avez su, Madame secrétaire d'État, proposer en accord avec la Commission, au regard, il y a là, me semble-t-il, une démonstration que le travail au Sénat, avec la volonté du gouvernement, a permis incontestablement de faire avancer les choses, de répondre aux interrogations qui étaient nombreuses dans les départements, de répondre aussi aux interrogations des associations. Je me réjouis, mais c'est le mérite du rapporteur et de la Commission, avec l'accord du gouvernement, que par exemple sur les appels à projets, la procédure relative au renouvellement des agréments ne soit pas rentrée dans ce nouveau système parce que ça risquait de compliquer les choses, mais que par contre la procédure d'appel à projets permettra aux associations en particulier qui portent des ambitions, qui ont envie d'expérimenter, d'aller plus loin pour répondre aux problèmes des handicapés, de le faire avec beaucoup plus de sérénité. Parce que quand vous aviez un agrément et que vous n'étiez pas sûr d'avoir des financements après, vous étiez dans des situations pour le moins complexes et chacun, tous ceux qui ont expérimenté les crosses se trouvaient souvent dans des situations extrêmement difficiles. Donc il y a des progrès considérables qui sont apportés. Vous permettrez à l'ancien rapporteur d'une loi ancienne, celle de 75, mais qui a quand même été un fondement de la politique en faveur des personnes handicapées. On peut en être fier. En tous les cas, moi, vous voyez, au bout de nombreuses années, j'en suis toujours très fier, la preuve. Eh bien, de dire que j'ai le sentiment qu'on a avancé pour prendre en compte la réalité des situations des handicapés. Ceux qui doivent être poussés pour s'insérer au maximum dans notre société, ceux dont le degré d'handicap exige une prise en charge réelle dans des établissements, mais des établissements qui ne sont pas fermés. Je souhaite aussi que l'amendement qu'on vient de voter de Madame Hermange sur les établissements temporaires puisse concerner des handicapés. Par exemple, chacun sait bien qu'un handicapé, dans sa famille, il y a des moments d'intolérance et qu'on a besoin d'un séjour de rupture, sans que, obligatoirement, ça soit un séjour dans un établissement spécialisé psychiatrique. C'est le cas aussi, parfois, dans les établissements où il y a des situations
qui sont des situations qui ont besoin là aussi d'un changement, là aussi d'un séjour de rupture. Je souhaite donc que ce qui a été voté sur les accueils temporaires puisse concerner ces personnes, ce type d'établissement. Donc c'est un travail considérable qui a été fait. Vous pouvez, je pense, vraiment, Madame le Ministre, être fiers de ce qui se fait, et nous sommes très fiers de ce que fait le Sénat, et en particulier notre commission et notre rapporteur. Et donc nous voterons cet article. Merci mon cher collègue. Pour explication de vote, Monsieur Autain, puis le rapporteur a demandé la parole et la ministre, et nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Cet article 28 s'inscrit dans une politique avec laquelle, effectivement, nous ne pouvons pas être d'accord. Elle est dans le prolongement, d'ailleurs, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui comportaient déjà des dispositions tarifaires lourdes de conséquences pour le secteur. Et cette réforme, l'article 28, témoigne une fois de plus que les personnes accompagnées ou les usagers ne sont plus au cœur des dispositifs. La logique de cette réforme et des réformes qui l'ont précédée remet profondément en cause les fondements de la procédure budgétaire et tarifaire initialement basée sur les besoins d'accompagnement des personnes. À présent, il s'agit, nous l'avons dénoncé à maintes reprises, notamment pour l'hôpital, mais c'est aussi vrai en ce qui concerne le médico-social, il s'agit d'une politique purement financière et comptable. Si nous comprenons bien sûr la nécessité de mieux maîtriser la dépense publique, nous ne pouvons néanmoins accepter que ces arbitrages se fassent au détriment des personnes concernées. Enfin, ce que nous devons déplorer aussi, c'est le manque de concertation avec le secteur médico-social, tandis que la remise en cause de la régulation budgétaire, tarifaire et financière se précipite, aucune véritable concertation avec le secteur n'a eu lieu. Cette situation est dénoncée, bien entendu, par toutes les associations travaillant dans ce secteur. C'est une raison supplémentaire qui vient compléter l'intervention de mon collègue et ami Guy Fischer, qui nous amène à voter contre cet article 28. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste intervenir pour rectifier des propos tenus par notre collègue Daudigny au sujet d'un président de groupe ministrable sur la presse, ce qu'on lui souhaite parce que c'est un homme de valeur. Je voudrais juste dire que ce président de groupe, hier soir, qui a parlé dans un de ses amendements de recentralisation peu justifiable au niveau de l'article 28, a retiré cet amendement, en disant clairement que s'il retirait, c'est parce qu'il pouvait faire référence à l'article 26, où nous parlions de concertation, et il avait fait la confusion entre les deux, il s'en est excusé, et auprès du gouvernement, et auprès de l'Assemblée, et donc je tiens ici à rectifier ce qu'a pu dire M. Daudigny sur ce collègue. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, avant peut-être de commencer mon propos de conclusion, bien sûr, je me joins à Monsieur Milon sur la précision qu'il vient d'apporter concernant les positions et les démarches entamées par Monsieur Mercier et bien sûr, comme lui, je m'inscris en faux par rapport aux remarques qui ont été faites. Je voudrais redire quand même que je ne peux pas laisser dire que 90% des établissements vont perdre des financements, alors qu'au travers des conventions tripartites, nous allons avoir une augmentation de 30% pour 93% des établissements médico-sociaux d'ici 2012, et c'est d'ores et déjà entamé, puisque je l'ai déjà rappelé au cours de ce débat, il y a eu 300 millions d'euros dans le cadre du budget 2008 qui ont été affectés pour la création de 10 000 emplois soignants supplémentaires pour les établissements pour personnes âgées déjà existants. 10 000 emplois supplémentaires en 2009, ça fait 20 000 sur 2 ans, donc 2 fois 300 millions d'euros, et pérenne, puisque c'est du personnel, donc 600 millions d'euros supplémentaires en personnel soignant dans les établissements qui fonctionnent déjà. Si ça, c'est une réduction des moyens, permettez-moi de vous dire que, alors à ce moment-là, on n'emploie plus le même vocabulaire pour parler des mêmes choses. Enfin, c'est un peu mon sentiment. Bon.
quand même aussi vous dire que s'il y a un texte qui vise à aller dans le sens de l'intérêt général et dans le respect de la démocratie, là aussi sanitaire et médico-social, c'est quand même ce texte qui vise à compléter la loi et à préciser la façon dont la gouvernance et les concertations vont s'organiser. On a eu l'occasion à maintes reprises dans ce débat de rappeler combien l'ensemble des acteurs y seraient associés. On a eu l'occasion à maintes reprises de dire que dans l'élaboration des décrets, non seulement les départements, mais les usagers ou encore les structures gestionnaires seraient associés à la préparation de ces décrets. De la même façon, lorsque on parle des usagers qui veulent être au cœur du dispositif, mais les usagers, on les a inscrits au cœur du dispositif dans la loi, c'est écrit noir sur blanc. Ils seront là aussi dans toutes les instances de gouvernance. On nous dit que nous menons une politique purement financière et comptable. Je viens de rappeler que cette politique purement financière et comptable, elle l'est, mais dans le sens positif, dans le sens de la hausse, en ce qui concerne le champ médico-social qu'on vient d'aborder et concernant l'article 28. Donc oui, elle est financière et comptable, elle vise à plus de qualité, mais pas seulement au niveau d'une autre organisation de la gouvernance, mais aussi au niveau des moyens qui sont octroyés, non pas dans le texte hôpital là, mais bien dans le PLFSS et dans les différents textes qui seront abordés parallèlement. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Fischer, que le Président a rappelé son souci de voir traiter la question du reste à charge dans le paiement des places en établissement des personnes âgées. Ça fera l'objet, vous le savez, d'un autre débat parlementaire. Enfin, quand on me dit qu'il n'y a pas de concertation avec le secteur médico-social, Monsieur Autain, je me permets de vous rappeler, comme je l'ai dit à votre collègue Annie David, que j'ai reçu personnellement au ministère l'ensemble du champ médico-social, les acteurs des personnes âgées, des personnes handicapées, les partenaires sociaux et les départements, et on a satisfait à toutes les demandes les plus importantes qui se sont exprimées. Ils ont besoin maintenant d'être sécurisés sur les points qui relèvent du décret. Je me suis engagée à les concerter et donc il me semble que nous avons pu tenir nos engagements, en tout cas faire en sorte que, comme nous l'avions dit au départ de ce texte, le médico-social soit préservé, soit sécurisé, tout en étant décloisonné dans l'intérêt d'un travail en filière face à une augmentation de la grande dépendance des personnes âgées et une véritable nécessité aussi d'améliorer la transversalité de nos politiques, que ce soit en faveur du handicap comme de la dépendance. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je pense que grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous tous, à vous, monsieur le rapporteur, bien sûr, eh bien, nous avons pu avancer. Monsieur Blanc, je voulais vous dire que vous avez effectivement été acteur d'un texte qui a été fondateur, comme vous l'avez rappelé, que peut-être aussi vous avez parlé de la TVA 5.5 et d'une inquiétude. Je voulais vous rappeler qu'au travers des deux amendements qui viennent d'être examinés, vous êtes complètement satisfait. Et là encore, on voit l'intérêt du travail du Sénat, de la Commission des affaires sociales et de tous les sénateurs. En tout cas, merci pour cette collaboration tout au long de ce texte. Et on voit bien que là, encore une fois, la navette parlementaire et le travail partagé du gouvernement avec le Parlement, eh bien, portent ses fruits. Merci. Merci Madame la Ministre. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au scrutin un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 172 sur l'article 28. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 339, majorité absolue 170, pour l'adoption 188, contre 151. Le Sénat a adopté. Alors, à l'article 28 bis A, nouveau, il n'y a pas d'amendement, je le considère donc comme adopté. Article 28 bis, j'ai un amendement 1251 du gouvernement. Madame la ministre. C'est un amendement technique. D'abord, Monsieur le Président, mes salutations matinales, ainsi qu'à Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je me réjouis de cette nouvelle journée de travail en votre compagnie. Et vous aussi, merci, merci Monsieur Gournac. Oh, un républicain comme vous, Monsieur Fischer. Alors, cet amendement veut permettre à l'Agence des systèmes d'information partagés, l'ASIP, de financer des projets. L'ASIP pourra ainsi aider des projets régionaux, par exemple, à mettre leurs procédures en conformité avec le cadre d'interopérabilité ou à faire réaliser des développements et cahiers des charges qui bénéficieront à tous. Les projets régionaux constituent le socle sur lequel s'appuiera le déploiement du DMP. Cette possibilité de financement je dois l'avouer, ne correspond d'ailleurs pas franchement à une innovation, puisque le GIP-DMP, dont cette agence est issue, finançait déjà des projets régionaux. Il s'agit simplement d'asseoir ces financements sur une base juridique plus adéquate. Voilà le sens de l'amendement que je vous propose, monsieur. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Président, c'est un avis extrêmement favorable. Merci. Je ne vois pas d'explication de vote. Je mets aux voix cet amendement 1251 qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'article 28 bis est adopté dans les mêmes conditions. Je vous en remercie. Alors un article 28 bis nouveau, pas d'amendement, il est adopté. Nous en arrivons au chapitre 4, article 29. Amendement 254 rectifié qui est présenté par notre collègue Alain Gournac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec Madame Procaccia, nous souhaitons bien organiser des périodes où le directeur serait parti, l'autre pas encore arrivé, et donc de prévoir cette vacance. Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes... Parce qu'il est impensable qu'il n'y ait pas de direction, c'est absolument impensable. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette période, que nous souhaitons d'ailleurs courte, puisqu'on prévoit dans notre proposition que ce soit une organisation de plus de 4 mois. Pendant 4 mois, comment nous allons désigner le directeur général par intérim. Par intérim, c'est pas lui qui aura le poste. Donc voilà le but de notre amendement avec Madame Procaccia. En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de l'Agence régionale de santé désigne pour une durée d'au plus 4 mois un directeur général à titre intérimaire, après avis du président du conseil d'administration et de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, la plus représentative. Voilà notre amendement. Oui, Monsieur Gournac, avis du rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a considéré qu'il s'agirait peut-être d'un problème réglementaire et donc elle donne donc un avis de sagesse en attendant l'avis du gouvernement. Je suis favorable à cet amendement qui vient très heureusement combler un vide actuellement dans le Code de la santé publique. Donc, j'émets un avis favorable. Très bien. Y a-t-il des explications de vote sur l'amendement 253 rectifié? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 1145. Il est présenté par Madame Payette. Merci, Monsieur le Président. L'article 29 redéfinit les missions des caisses régionales d'assurance maladie, qui sont désormais renommées caisses régionales d'assurance retraite et de protection de la santé au travail.
Le texte adopté en commission a modifié le nom des caisses pour le transformer en caisse de retraite des accidents du travail et des maladies professionnelles, conservant les initiales CRAM. Toutefois, ce sigle, assimilé par les usagers au régime d'assurance maladie, continuera d'introduire une confusion. Le présent amendement a pour objet de proposer une appellation plus simple, permettant d'éviter toute confusion, celle de CAR. En outre, elle s'appuie sur l'expression assurance retraite, fortement valorisée dans la communication du régime général depuis plusieurs années. Du rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a prévu une nouvelle dénomination des caisses régionales permettant de ne pas modifier l'acronyme CRAM sous lequel elles sont connues et permettant ainsi d'éviter les frais afférents à un changement de logo. Elle avait donc émis un avis défavorable à l'amendement 1145. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Je vais me permettre d'émettre un avis favorable parce que je trouve que c'est une bonne idée qui va entraîner l'abolition justement d'un risque de confusion et de préserver l'acronyme CRAM. Justement, je ne suis pas d'accord avec le rapporteur, présente justement le risque d'introduire cette confusion chez les usagers qui pourraient penser que ces caisses continuent d'intervenir dans le champ de l'assurance maladie. Et donc, je trouve la proposition très très opportune. Merci, Madame la ministre. Je ne vois pas d'explication de vote. Si, Monsieur Cazot. En ce qui nous concerne, nous trouvons l'amendement de Madame Payette extrêmement judicieux, parce que c'est la confusion, effectivement, avec le sigle CRAM, qui ne représentera plus la même chose, qu'il faut éviter, et donc nous voterons cet amendement. Merci, Monsieur Cazot. Je ne vois pas d'autre explication de vote. Je vais mettre en voie l'amendement 1145, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Un amendement 17 rectifié qui est présenté par Gérard Dériot. Oui, Monsieur le Président. Les partenaires sociaux ont conclu le 5 avril 2006 un accord relatif à la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles qui prévoit d'instituer au niveau régional un strict paritarisme et de mettre en place une commission régionale associant des membres du conseil d'administration et des membres des comités techniques. Dans le cadre de l'évolution des caisses régionales, il est important de réaffirmer le rôle des caisses régionales dans la branche accidents du travail et maladies professionnelles et de pouvoir préciser la gouvernance de cette branche au niveau régional en transposant les deux mesures souhaitées par les partenaires sociaux. La présente mesure prévoit donc, d'une part, que seuls les partenaires sociaux disposent du droit de vote au sein du conseil d'administration des caisses régionales, dès lors qu'il est question de sujets relatifs à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, et d'autre part, la création d'une commission des accidents du travail et maladies professionnelles régionales, dont les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration et des comités techniques régionaux. Tel est le but de cet amendement. Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Alors, Monsieur le Président, cet amendement qui transcrit un accord relatif à la branche accident de travail et maladies professionnelles contribuera certainement à favoriser le recentrage des, j'avais écrit CRAM, mais maintenant je ne sais plus ce qu'il faut mettre, caisses d'assurance retraite de la santé au travail, sur leur nouveau cœur de métier. Et donc c'est un avis très favorable. Ministre. Favorable également. Même avis. Je mets aux voix l'amendement 17 rectifié, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement du gouvernement 1280, Madame la Ministre. Oui, c'est un dispositif transitoire pour conserver les zonages existants et les dispositifs de régulation qui s'appuient sur ces zonages. On pense en particulier au dispositif de régulation qui est incluse dans la convention infirmière depuis fin avril 2009. On en a d'ailleurs largement parlé dans nos débats, et ce jusqu'en juillet 2012. Les zones sont définies par les MRS pour les médecins généralistes et pour les infirmiers libéraux,
et il faut évidemment assurer la continuité des politiques menées, et cet amendement a pour objet de conserver une base légale à ces zonages et de donner la possibilité au directeur de l'ARS de les faire évoluer ou d'en définir de nouvelles pendant la période intermédiaire entre la mise en place des ARS et la publication des nouveaux schémas, des nouveaux SROS. Donc c'est une mesure de sas pour permettre de continuer à fonctionner. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, a priori, l'abrogation de l'article 62-47 du Code de la sécurité sociale ne devrait pas priver rétroactivement de base légale les dispositions conventionnelles qui se fondent sur ces dispositions. Mais le texte proposé constitue une utile précaution pour apaiser toutes inquiétudes à ce sujet et garantir la continuité de la politique menée. C'est donc un avis favorable. Bien, pour explication de vote, la parole est à Paul Blanc. Oui, je voudrais, Madame la Ministre, vous remercier de cet amendement qui me paraît extrêmement important et qui répond à une de mes préoccupations, à savoir qu'on puisse continuer à déterminer des zones qui permettent de classer certains territoires en zones sous-médicalisées. J'aimerais quand même que vous puissiez nous donner quelques assurances sur la nomination rapide des ARS. Parce que si j'ai bien compris dans votre texte, il faut que les ARS soient en place, le directeur soit mis en place, qu'il puisse donc continuer à établir éventuellement de zonage en attendant que le dispositif total de l'agence soit réalisé. Et donc il me paraît indispensable que les ARS soient nommés rapidement de façon à ce qu'ils puissent agir dans ce sens-là. Je vous remercie de la précision que vous voudrez bien m'apporter. Madame la Ministre. Oui, merci, cher Paul Blanc, de cette demande d'information. Les ARS seront évidemment opérationnels au 1er janvier 2010 pour éviter tout problème, mais les ARS préfigurateurs seront recrutés évidemment dès la promulgation de la loi. Merci. Je mets aux voix l'amendement 1280. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 29 tel qu'il a été amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Vous venez de suivre l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires cet après-midi 15h avec les questions d'actualité au gouvernement. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.